Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Petit Réflexe. Aujourd'hui, on va expliquer un terme que j'ai déjà utilisé pas mal de fois dans mes vidéos mais que j'ai jamais pris le temps d'expliquer, c'est les stops. Je vais vous expliquer dans le détail et on va tester en direct ce que c'est qu'un stop, ce que ça représente. On parle aussi parfois d'IL, de V, de diaph, tout ça c'est la même chose. Et on va donc explorer cette piste-là et on va en profiter pour parler des 4 facteurs d'exposition. Et notez que j'ai dit 4 et pas 3. Alors venons-en à ces facteurs d'exposition. Est-ce qu'il y en a 3 ou est-ce qu'il y en a 4? Vous avez sûrement déjà entendu parler du triangle d'exposition. C'est pas tout à fait faux, mais je pense que c'est pas tout à fait complet non plus. Le triangle d'exposition, c'est les 3 facteurs sur lesquels vous allez pouvoir influer sur votre appareil pour régler l'exposition. Donc l'exposition, en gros, c'est si votre photo va être lumineuse ou pas. Et si elle est correctement exposée, c'est qu'elle n'est pas trop lumineuse ni trop sombre. Donc c'est vraiment une question de quantité de lumière qui arrive sur votre photo. Et donc voilà, la photographie c'est ça. La photographie c'est de la lumière qui crée une image, une forme, un dessin. C'est photo pour la lumière et graphie pour le dessin ou l'écriture. Donc c'est exactement ça. Donc on va voir qu'il y a différents facteurs qui peuvent influencer et il n'y en a pas 3, il y en a 4 en réalité. Et le terme de triangle ne me va pas trop non plus parce que le triangle a tendance à faire penser que tous les facteurs sont égaux alors qu'en réalité ils ne marchent pas tous exactement pareil. Donc voilà les 4 facteurs. Ceux du triangle, c'est le temps de pause, donc la durée pendant laquelle le capteur est exposé à la lumière. Donc là vous imaginez bien que plus c'est long, plus il va y avoir de lumière qui va s'imprimer sur le capteur. L'ouverture qui représente la taille de la porte d'entrée de votre objectif. Donc c'est vraiment l'espace par lequel entre la lumière. S'il est grand comme ça, il y a beaucoup de lumière qui rentre. S'il est tout petit, il y a moins de lumière qui rentre. La sensibilité ISO, qui représente non pas la sensibilité du capteur en réalité, mais la façon dont votre capteur va booster le signal. Le capteur ne va pas changer de sensibilité de façon magique. Il ne va pas d'un seul coup devenir plus sensible. Il a une sensibilité de base, souvent qui est posée à ISO 100. Et on va régler sa sensibilité pour dire, bah, ce signal que tu as reçu, tu vas me le booster. Tu vas le multiplier par 2, multiplier par 4 le signal, et donc on va avoir l'impression que c'est plus clair. Mais en réalité, c'est juste, il a boosté le signal. Et le 4e facteur, qui est souvent oublié quand on parle du triangle d'exposition, qui fait que je pense que c'est plutôt 4 facteurs, c'est la lumière. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai de la lumière qui m'éclaire, c'est de la lumière que j'ai rajoutée, c'est pas quelque chose que j'ai réglé dans mon appareil. Et donc si j'éteignais cette lumière, vous ne me verriez quasiment plus. Donc on peut bien influer aussi sur ce paramètre-là pour pouvoir avoir une exposition correcte. Le plus souvent en photographie, ça va être le flash. Voilà, très simplement. Donc vous imaginez bien aussi qu'évidemment, plus il y a de lumière, plus votre photo va être claire. Pour essayer de vous faire comprendre un petit peu, je vais faire une petite analogie. Il y a beaucoup de personnes qui font des analogies avec un robinet qui coule, mais j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu délicat à comprendre, notamment pour les ISO, et comme les ISO, c'est pas forcément la notion la plus simple à comprendre, j'ai tenté une autre analogie, l'analogie sonore. Donc en gros, vous êtes chez vous, et vous représentez un petit peu le capteur, c'est-à-dire que vous êtes la personne qui va essayer d'entendre ce que je vais dire. Donc le temps de pause, c'est bien ce qu'on disait, hein, plus le temps de pause est long, plus vous allez avoir de lumière qui rentre. C'est comme si vous deviez essayer de comprendre ce que je vais vous dire et que moi, si je fais un temps de pause d'1 seconde, je vais vous faire un son pendant 1 seconde. Donc par exemple, je vais faire « Ah ». Et là, vous avez eu plus de chances de comprendre le son que si j'avais fait juste « Ah ». Voilà. Donc c'est ça le temps de pause, tout simplement. L'ouverture, ça va être la taille de votre récepteur. Donc vous, votre récepteur, tout bêtement, c'est votre oreille qui va entendre. Donc si vous faites une grande oreille, et même à la limite si vous mettez votre main comme ça, vous êtes à pleine ouverture. Si au contraire vous bouchez votre oreille et que du coup vous fermez un petit peu plus, ou bien si vous fermez ici, juste là, comme ça, vous allez fermer votre oreille et donc vous allez avoir une ouverture plus petite. Et donc le son que je vais faire, le A, vous allez l'entendre moins fort si vous bouchez votre oreille, donc forcément vous allez avoir plus de mal à comprendre le son. La quantité de lumière, par analogie, ça va être la force du signal sonore, la force que je vais vous envoyer. Donc par exemple, vous avez plus de chances d'entendre « A » que d'entendre « A ». Parce que, tout simplement, j'ai émis un signal plus fort. Et la sensibilité ISO, ça va être un petit peu comme vos enceintes. C'est-à-dire que là, par exemple, si je fais le son A, vous l'avez entendu à peu près correctement,
Si maintenant vous montez le signal de vos enceintes, moi je vais refaire exactement le même son. Ah, vous l'avez entendu beaucoup plus fort. Donc vous avez boosté le signal pour vous donner plus de chances de l'entendre. Voilà, donc ça c'est l'équivalent de la sensibilité ISO. Voilà, j'espère que cette petite analogie vous aura permis de comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agissait et comment on peut influencer les différents facteurs pour avoir une exposition plus importante. Alors maintenant, on va regarder les facteurs un par un pour voir un petit peu comment ils agissent. Donc le temps, ça c'est le temps de pause. Et là, on va commencer à introduire la notion de stop, justement. Si on multiplie le temps de pause par 2, si on passe de 1 seconde à 2 secondes, on va logiquement avoir 2 fois plus de lumière qui va s'imprimer, entre guillemets, sur le capteur. Et ça, on dit que c'est plus un stop. Ça veut dire qu'entre la première photo et la deuxième photo, on a rajouté un stop. On a fait plus un stop, c'est-à-dire qu'on a multiplié la lumière par 2. Si maintenant on fait plus de stops, ça veut dire qu'on l'a multiplié par 2 une fois, et si on rajoute un deuxième stop, on l'a encore multiplié par 2. Donc en réalité, on a multiplié la lumière par 4. Si je fais le temps x 4, j'ai fait plus 2 stops. Si je fais le temps x 8, j'aurais fait plus 3 stops. 2 x 2 x 2. 3 stops, ça fait 8. Voilà. Donc c'est ça la notion de stop. Et de la même manière, ça peut aller dans l'autre sens. Si je divise le temps par 2, eh ben on aura moins un stop. Si je divise le temps par 4, j'aurai aussi 4 fois moins de lumière, donc j'aurai moins de stops. Divisé par 8, moins 3 stops. Et ainsi de suite, ça continue comme ça. Voilà. On va le tester en vrai, comme ça vous allez pouvoir constater. Tout simplement, donc là, mes réglages de base, c'est 1 seconde à f4 ISO 200. Je prends ma photo. Voilà, là j'ai une exposition qui est correcte. Maintenant, si je change le réglage et que le temps de pause, je le fais de 2 secondes, vous allez voir que logiquement, on va avoir une photo plus exposée. Et là, elle va être plus exposée d'un stop, parce que j'ai multiplié par 2 la quantité de lumière. De la même manière, si au lieu d'avoir 2 secondes, je mets une demi-seconde, on va avoir une photo plus sombre que la première, de moins un stop, parce que j'aurai la moitié de la lumière. Tout simplement. Donc c'est vraiment très très simple à comprendre ce principe-là. Avec le temps, c'est simple à comprendre. On va attaquer le deuxième facteur qui est le plus compliqué. Les autres, vous verrez, c'est très facile aussi, mais le deuxième, c'est un peu plus complexe. C'est la question de l'ouverture. Parce que pour la surface de l'ouverture, c'est pareil. C'est-à-dire que si on multiplie la surface de l'ouverture par 2, on va faire entrer 2 fois plus de lumière. De la même manière, si on divise la surface d'ouverture par 2, on va faire entrer 2 fois moins de lumière. Si par exemple ici, je viens cacher juste la moitié de mon objectif, je vais avoir la moitié de lumière qui va rentrer, j'aurai une photo 2 fois plus sombre. Et donc j'aurai bien moins un stop. Sauf que ces petits malins qui ont décidé des paramètres qu'on allait mettre dans les appareils photo, ils se sont dit que plutôt que de mesurer la surface de l'ouverture, on allait mesurer le diamètre de l'ouverture. Et c'est là que les choses se compliquent. C'est que si on divise le diamètre de l'ouverture par 2, si notre cercle est comme ça et qu'on prend un diamètre 2 fois plus petit, eh ben, ça ne va pas diviser la surface par 2, ça va la diviser par 4. Parce que, si vous vous souvenez un peu de vos cours de trigonométrie, le rapport entre la surface et le diamètre, c'est un rapport au carré. Donc c'est un petit peu là que ça pose problème. Mais en gros, voilà un petit peu comment on peut visualiser les choses. Donc déjà, en plus de ça, les ouvertures, c'est un petit peu compliqué parce que c'est un rapport. C'est-à-dire que plus le chiffre va être petit, plus ça va être grand ouvert. Parce qu'en fait, quand on dit une ouverture de 2, c'est pas une ouverture de 2, c'est en réalité f sur 2. Et quand on fait f sur 4, c'est un quart de la distance focale. Donc en réalité, on est un quart, c'est plus petit qu'un demi. Donc c'est logique qu'on ait une ouverture plus petite. Donc voilà, f sur 8, c'est plus petit que f sur 4, qui est plus petit que f sur 2. Ok? Jusque-là, ça va. Quand on divise le diamètre par 2, donc là, f sur 4, c'est la taille du diamètre, hein, d'accord? C'est pas le 4, la taille du diamètre, c'est le 1 quart. Considérez que c'est 1 quart, par exemple. 1 quart d'un truc, un huitième, c'est 2 fois plus petit. Donc on a divisé le diamètre par 2, de là à là, mais on n'a pas divisé la surface par 2, parce que vous imaginez bien que ce petit cercle ici, on peut le rentrer plus que 2 fois pour faire l'ensemble de cette surface-là. On peut le rentrer en réalité 4 fois. Et donc en fait, les stops de lumière pour les ouvertures sont plus progressifs que ça. Et en réalité, on va avoir F8, plus un stop, ça va être à F5,6, plus 2 stops, ça va être à F4, plus un stop supplémentaire F2,8, un stop supplémentaire F2, etc. Donc voilà comment ça se compose. Souvent, les gens qui veulent vous apprendre la photo vous disent d'essayer de retenir
toutes les unités de stop. F1.4, F2, F2.8 ou plus exactement F1.8, F2.8, F5.6, etc. Et c'est pas le plus simple. Moi, ce que j'utilise, et qui est un bon moyen mémotechnique, je pense, c'est les chiffres ronds. Parce que là, c'est simple à comprendre. F2, F4, F8. Si je suis à F2 et que je passe à F4, comme on a multiplié par 2 notre chiffre, en réalité, on a divisé par 4 la quantité de lumière, tout simplement, au lieu de l'avoir divisé par 2 comme pour les autres facteurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc en fait, quand on multiplie le nombre d'ouvertures, enfin quand on multiplie l'ouverture par 2, quand on passe de F4 à F2, on a rajouté plus 2 stops et pas plus un stop. C'est la seule chose à retenir finalement. Donc c'est pas très compliqué. Et si vous retenez F2, F4, F8, à chaque fois c'est 2 stops d'écart entre les deux. Voilà. Donc je vais vous montrer ça, vite fait. Alors, donc on avait notre paramètre de base encore, hein. 1 seconde, F4, ISO 200. Donc si je me mets à F2, on va avoir, si vous avez bien suivi, 2 stops de plus, et pas un stop de plus. Donc on a une photo bien plus claire que quand on avait fait un stop de plus tout à l'heure. Si je veux faire un stop de plus par rapport à F4, je me mets à F2.8. Donc on va le faire maintenant. Voilà, et là on a bien la même exposition que tout à l'heure. Et de la même manière, si on veut faire, on va dire 2 stops de moins par exemple, parce que c'est le moyen de calcul le plus simple. Après vous retiendrez vite les valeurs intermédiaires, hein, ça se mémorise vite, mais dans un premier temps, c'est plus simple de retenir 2, 4, 8, 16. Et là on a 2 stops de moins, donc on est plus sombre que tout à l'heure quand on avait juste un stop de moins. Voilà, je vais me remettre dans mes paramètres. J'espère que c'est assez clair, c'est pas évident, donc n'hésitez pas à le revoir plusieurs fois et à vous faire vos petites règles, mais je trouve que cette règle est assez simple. Si on multiplie l'ouverture par 2, on ajoute plus de stops. Ou si vous préférez vraiment penser en nombre, si vous préférez dire F2, F4, etc., si vous multipliez le nombre par 2, vous divisez par 4 la lumière. La lumière, on en parle, là au moins c'est super simple. Si on fait 2 fois plus de lumière, et ben, le résultat sur la photo, c'est une photo 2 fois plus lumineuse. Là, c'est vraiment super évident, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On va le faire avec le flash, par exemple. J'ai déjà fait les petits tests, donc je sais, mais le flash, ça fait toujours une lumière un petit peu différente, donc c'est pas évident. Mais donc là, on était à 1 seconde F4 ISO 200. Si je me mets à ISO 100, et que je mets le flash, on va avoir la même exposition que quand on était à ISO 200 sans flash. C'est-à-dire que le flash a rajouté la même quantité de lumière que la lumière ambiante. Alors après, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'un flash, il va éclairer beaucoup plus juste devant et beaucoup moins plus loin. Donc c'est un petit peu plus complexe. Mais dans l'idée, vous comprenez que si je rajoute de la lumière, je peux du coup compenser avec d'autres paramètres. Hop, voilà. Et si je prends ma photo à ISO 200, on va avoir une photo surexposé, voilà, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Mais pas nécessairement de plus un stop, c'est un peu plus complexe que ça. Voilà. Donc là d'ailleurs, en paramètre de flash, je suis au paramètre 0 sur le flash. Et puis le dernier, qui est assez simple aussi, c'est la sensibilité ISO x2. Si on multiplie la valeur ISO de notre capteur, c'est-à-dire la façon dont il va booster le signal, donc si on passe de 100 ISO à 200 ISO, on dit à notre capteur, je veux que tu multiplies le signal par 2. Donc s'il multiplie le signal par 2, il va montrer une photo 2 fois plus lumineuse que s'il n'avait pas multiplié le signal par 2. Donc là c'est aussi assez évident. Donc ce sera plus un stop s'il multiplie le signal par 2. Plus de stops s'il multiplie le signal par 4, etc., etc. Donc on va le faire aussi. Hop, là je suis à ISO 200. Donc si on se met à ISO 400, on va avoir notre photo surexposée d'un stop. Enfin, plus un stop par rapport à l'exposition correcte. Si je me mets à ISO 100, on sera sous-exposé par rapport à la photo correcte. D'un stop aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, tout ça, ça nous amène à une équation. Il n'y a pas besoin de retenir tout ça, c'est vraiment pour que vous essayiez de comprendre le fonctionnement. C'est assez important par la suite, je vous montrerai les cas où ça sert après, justement. J'ai essayé de faire une équation un petit peu simple à retenir. Donc ça s'écrit tools, comme des outils, en anglais. Et donc, tools, ça va vous faire votre exposition. Donc là, c'est une valeur, c'est vraiment, voilà, faut prendre ça
C'est pas scientifique, hein, c'est un truc que j'ai mis au point comme ça, mais qui vous permettra de comprendre un peu comment ça marche. Donc c'est le temps d'exposition, multiplié par l'ouverture, multiplié une deuxième fois par l'ouverture, parce que comme ça on a l'ouverture au carré, et on s'y retrouve, multiplié par la lumière, multiplié par la sensibilité. Et donc si on prend le cas concret qu'on a ici, donc là je suis à 1 seconde de pause, je multiplie par 1/4, donc f sur 4, multiplié par f sur 4, une deuxième fois, donc encore 1/4, multiplié par 1 qui est ma lumière ambiante, sans rien rajouter, multiplié par 200 qui est ma valeur ISO. Et ça me donne 12,5. Donc 12,5, si vous voulez le comprendre comme ça, c'est mon exposition correcte dans ma scène. Et ensuite, je peux faire tout ce que je veux là-dedans, changer tous les paramètres que je veux. À chaque fois que j'aurai 12,5, j'aurai une exposition correcte. Donc, si par exemple, mes ISO, je les passe à 800, par exemple, hop, donc de 200 à 800, je les ai multipliés par 4, je peux décider par exemple que mon temps de pause, comme j'ai multiplié ça par 4, je peux le diviser par 4 pour compenser. Donc mon temps de pause d'1 seconde, alors forcément je n'ai pas choisi un truc très simple, parce que du coup mon temps de pause d'1 seconde, il faut qu'il devienne 0,25, et je crois qu'on ne peut pas faire ça sur le... Si, on a 1/4, si, tout à fait. Donc voilà, je mets 1/4 de seconde. Et on va refaire notre photo. Et on a notre exposition correcte, exactement la même qu'avant. Ça marche très bien. Autre exemple, on va le faire en utilisant l'ouverture cette fois-ci. Le problème, c'est qu'on ne peut pas changer l'un et pas l'autre. Donc par exemple, je me remets à ISO 200. Hop. Tac, 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 tac. Admettons que je veuille par exemple une plus grande profondeur de champ, parce qu'à F4, on n'a pas une grande profondeur de champ. Donc je vais me mettre à F16 par exemple. Hop. Donc de F4 à F16, j'ai multiplié par combien? J'ai multiplié par 4. D'accord? J'ai fait 4 fois 2, 8, fois 2, 16. Donc j'ai multiplié par 4. Donc c'est-à-dire que je vais avoir 1/16e et 1/16e. Donc en fait, je vais avoir un facteur 4 et un facteur 4, donc un facteur 16 au total. Donc si par exemple je veux uniquement jouer sur les ISO, pour compenser le fait que mon ouverture sera vraiment très petite, je vais multiplier les ISO par 16. Donc au lieu de 200, je vais mettre à 3200. Hop, 3200, je prends ma photo, et on a encore la même exposition. Ça commence à rentrer? Je pourrais le faire très bien en gardant ISO 200, mais en mettant 16 secondes par exemple. Je ne vais pas vous le faire parce qu'une pause de 16 secondes ça fait assez long, mais ça donnera exactement le même résultat. Donc j'aurais pu créer une pause longue dans ce cas-là. Voilà, donc ça c'est dans la pratique comment ça marche. Et en fait, ces différents critères, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'équilibrent les uns les autres, et si on joue sur l'un, on peut compenser avec un autre. Et c'est juste ce principe-là qu'il suffit de comprendre, et une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir faire vraiment tout un tas de trucs très très chouettes en photo. Alors vous allez me dire, ça sert que quand on fait du mode manuel, et le mode manuel, bah, c'est pas la peine de s'en servir très souvent, parce que les modes automatiques marchent très bien sur l'appareil. C'est pas tout à fait vrai, il y a quand même pas mal de cas où on va s'en servir même quand on n'est pas en mode manuel, et il y a quand même certains cas où on est un peu obligé de passer en mode manuel. Donc on va y arriver. Quelques cas concrets. Quand vous faites de la pause longue, là c'est justement le genre de cas où oui, il vaut mieux utiliser le mode manuel. Pourquoi? Parce que quand vous faites de la pause longue, c'est-à-dire 20 secondes, 30 secondes, quand vous faites une photo normale, par grand soleil par exemple, vous avez une petite cellule qui mesure l'exposition, et elle reçoit plein de lumière, et elle dit, bon d'accord, très bien, hop, 1/50e de seconde, très bien. Mais quand vous devez faire une pause de 20 ou 30 secondes, c'est qu'elle a reçu peut-être 1000 fois moins de lumière que quand vous aviez 1/50e de seconde. Et avec 1000 fois moins de lumière, elle reçoit très très peu de lumière. Et là, il n'y a pas assez de lumière pour que l'appareil puisse dire de façon certaine et de façon fiable quel temps de pause il va falloir. Il y a aussi le fait que, par exemple, quand on fait des pauses longues, des fois c'est la nuit. Et quand on va faire une photo de nuit, on va habituellement la sous-exposer un petit peu. On ne va pas faire en sorte que tout soit blanc ou tout soit clair comme en plein jour sur une photo de nuit. Donc on va nous-mêmes vouloir un résultat différent de ce que l'appareil pensera. L'appareil ne sait pas que c'est la nuit. Lui il dit, oh là, c'est très sombre, je vais exposer pour que ce soit clair comme en plein jour. Donc voilà, pour la pause longue, de nuit, ça va être le cas, on va devoir passer en mode manuel pour faire les réglages nous-mêmes. Ça va être le cas aussi quand vous allez mettre un filtre ND, on en parlera juste après. Donc par exemple, moi quand je fais mes photos de nuit, si je vais faire une pause longue de nuit,
je vais par exemple vouloir faire une photo à 100 ISO par exemple. Voilà, je suis à Paris, près de la Seine, et ça enregistre toujours très bien. Et je veux lisser un petit peu l'eau de la Seine, donc je vais faire une pause de 20-30 secondes, quelque chose comme ça. Ça tombe bien, il fait très sombre, il y a juste quelques petites lumières ici ou là. Pour faire nos essais, on peut faire des pauses de 30 secondes, plein de pauses de 30 secondes, pour le temps de régler l'autofocus, le temps de tester les différents paramètres, etc. Bon, pour une scène comme Paris, c'est pas trop gênant, on se met en live view, et en live view, on peut trouver une lumière et régler. Par contre, quand on va faire des photos d'étoiles, si on va faire des pauses de 30 secondes, là c'est un petit peu plus délicat de devoir régler l'autofocus, parce que des fois, déjà l'autofocus ne marche pas sur l'appareil, il faut le faire en manuel, et des fois on n'arrive pas à voir les étoiles sur le live view, c'est le cas notamment sur le 1100D. Et donc il faut faire des essais, erreurs, etc. Donc moi ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'utilise ce principe, là, cette équation, mais je l'utilise à mon avantage. C'est-à-dire, alors ça va mettre un petit peu de temps dans ce sens-là à revenir. Non, c'est pas grave, on va rester... Si, on va revenir sur l'équation pour vous expliquer quand même. Mais moi, j'ai pas envie de faire tous mes essais à 30 secondes, parce que ça va prendre un temps fou, quoi, à chaque fois. Donc, si ici on avait 30 secondes à ISO 100, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à ISO 3200. Donc, c'est-à-dire que je vais multiplier les ISO par 32, et je divise mon temps de pause par 32. Donc, 30 secondes divisé par 32, on est à peu près à 1 seconde. Donc, en fait, une photo à 1 seconde ISO 3200, ça va être la même chose qu'une photo de 30 secondes à ISO 100. Donc du coup, moi je fais tous mes essais à ISO 3200. Donc je me mets à ISO 3200, tchac tchac tchac, je fais toutes mes photos à 1 seconde à chaque fois, je regarde si c'est net, si c'est pas net, si mon cadrage est bon. Et une fois que j'ai ces paramètres-là, je repasse, boum, à 30 secondes, ISO 100, et je peux faire ma photo, je sais que l'exposition sera la même. Donc ça me permet de gagner un temps fou pour la photo de nuit par exemple. Autre chose, quand on va mettre un filtre ND, on y arrive, les filtres ND, ils sont dénommés ceux qui filtrent beaucoup de lumière. Vous avez ND400 et ND1000. ND400, ça veut dire qu'il va bloquer... votre capteur va recevoir 400 fois moins de lumière que s'il n'y avait pas le filtre. ND1000, c'est 1000 fois moins de lumière que s'il n'y avait pas le filtre. Et à combien de stops ça correspond ça? Parce que quand on dit 1000 fois moins de lumière, on ne sait pas à combien de stops ça correspond. Donc je vais faire le calcul pour vous, mais vous allez voir que c'est assez simple pour 1000. On fait une fois x2. Une deuxième fois x2, ça fait x4. Une troisième fois, ça fait 8. 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Donc 1024, si c'était un ND 1024, ça fera exactement 10 stops. ND 1000, ça fait à peu près 10 stops en réalité. Donc c'est très facile en fait. Et donc on peut très bien dire que si on faisait notre photo, si notre pause normale elle était à 1/50 de seconde par exemple, à partir du moment où je mets mon ND 1000, je vais avoir quel temps de pause? Alors 1/50 de seconde, il faut le traduire en décimales, ça va faire 0,02 secondes. Je fais ça fois 1000, ça me fait 20 secondes, tout simplement. Voilà, donc 1/50 de seconde, multiplié par 1000, 20 secondes. Donc au moment où je mets mon filtre, je passe à 20 secondes. Donc c'est vraiment très très simple en fait, ça va vite, c'est vraiment une petite gymnastique, un petit peu de maths. Il y a aussi des programmes sur smartphone qui vous font les calculs tout seul. Mais voilà, je sais aussi que si au moment où je mets mon filtre ND1000, je me dis tiens sur ma photo de test, j'ai bien envie de fermer un peu plus mon diaphragme, je vais baisser de 2 stops par exemple. Donc plutôt qu'être à F4, je vais mettre à F8, donc je vais perdre 2 stops de lumière. Donc il faut que je les compense par le temps de pause. Donc plutôt qu'être à 20 secondes, je vais faire x2, donc je vais mettre 80 secondes pour avoir exactement la même exposition. Ou si j'ouvre plus mon diaphragme, je vais faire l'inverse, je vais diviser le temps de pause. Donc voilà, c'est vraiment assez pratique pour tout ce qui est pause longue. Pour la photo à haute vitesse, c'est la même chose. On va aussi avoir besoin de comprendre ce principe-là. Pourquoi? Parce que déjà, par exemple, vous pouvez être amené dans certains cas à utiliser le mode priorité ouverture, même si vous voulez figer un mouvement. C'est le cas, par exemple, si vous voulez faire une photo de paysage dans lequel il y a quelqu'un qui va sauter. Voilà, super belle photo. Dans ce cas-là, vous allez vouloir contrôler votre profondeur de champ, et donc vous allez par exemple vous mettre à F8, et ensuite la personne va sauter. Et si dans vos réglages normaux, vous êtes à ISO 100, et votre appareil à F8 vous dit temps de pause 1/50 de seconde. Vous faites sauter le bonhomme, il est flou sur la photo. Vous dites bon, puisqu'il est flou, il va falloir que j'augmente la vitesse, donc que je diminue le temps de pause, et vous dites par exemple, je vais essayer 1/200 de seconde pour voir si ça va réussir à le figer.
Et donc vous étiez à un 50e, vous passez à un 200e, donc vous avez divisé le temps de pause par 4. Donc pour compenser, il faut que vous compensiez par les ISO, et donc vous allez multiplier les ISO par 4. Donc vous allez vous dire, si je me mets en ISO 800, il va compenser logiquement, et ça va fonctionner de cette manière-là. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire par la compensation d'exposition ou autre, vous ne pouvez le faire qu'en touchant vous-même au réglage. Donc c'est un cas où on va être amené peut-être à se mettre en mode manuel, ou en tout cas à fixer. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je fixe les ISO, et je sais qu'il va adapter automatiquement la vitesse d'obturation. Donc si je prends une photo de ma fille qui est en train de courir, par exemple, je suis tout le temps en priorité ouverture, de toute façon, et que je vois qu'elle est floue sur la première photo, ce que je vais faire, c'est que j'ai augmenté les ISO pour à la fois du coup diminuer le temps d'exposition, et donc ça va plus facilement figer le mouvement. Donc ça, c'est un exemple où on peut utiliser ça aussi. De la même manière, si vous étiez fixé sur une valeur ISO, vous pouvez, si votre sujet est bien figé, vous pouvez vous dire peut-être que je peux diminuer les ISO et augmenter le temps de pause en comparaison pour pouvoir avoir une photo de meilleure qualité. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être utile dans ces modes semi-automatiques de temps en temps. Et après, à chaque fois que vous allez avoir besoin de faire des photos en mode manuel, au fur et à mesure que vous allez faire des photos, vous allez mieux comprendre un petit peu les paramètres qu'il faut utiliser. Vous allez savoir que dans telle configuration, F8 ça va bien marcher, que le bonhomme qui est en train de sauter comme ça, vous n'arriverez pas à l'avoir net si vous êtes à un temps de pause plus long qu'un 200e de seconde, et que vous allez vous dire, bon, pour être sûr, je vais mettre à un 500e de seconde. Donc vous savez qu'il faut être à un 500e de seconde, vous savez qu'il faut être à F8, et donc vous faites votre petite mesure d'exposition, et de là, vous pouvez en déduire très rapidement dans quelle valeur d'ISO il faut vous mettre. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est très pratique, dans tous les cas un petit peu borderline. Ça va être pratique aussi, tenez, dans la compensation d'exposition. Donc ça, c'est le petit mode. Vous avez la petite échelle en bas, là, dans votre viseur d'ailleurs, et vous l'avez aussi sur l'écran. Et vous pouvez faire plus 1, plus 2, moins 1, moins 2. En fait, ce plus 1, plus 2, c'est plus 1 stop, plus 2 stop, moins 1 stop, moins 2 stop. Et dans certains cas, ça va être utile. Par exemple, si vous prenez des photos de neige, l'appareil va avoir trop de lumière blanche et il va se dire « Oh là là, c'est trop clair ». Donc il va sous-exposer et vous allez avoir de la neige grise. Vous avez tous vu des photos de neige grise comme ça. Et donc là, naturellement, il faut compenser l'exposition et dire à l'appareil « Je veux que tu mettes, que volontairement, tu rajoutes un stop ». Alors, ce n'est pas l'appareil qui va rajouter un stop, il va changer un paramètre pour qu'on fasse une exposition d'un stop plus clair. Donc il va changer, ou le temps de pause, ou l'ouverture, peu importe selon le mode dans lequel vous vous trouvez. Et voilà, donc là on peut retenir très facilement que sur les photos de neige, par exemple, c'est systématiquement compensation d'exposition entre plus 1 et plus 2 stops. Si vous avez quasiment que de la neige, ce sera plus 2 stops. Si vous avez un peu de neige dans un coin et un peu d'arbre dans un autre, ce sera peut-être plus 1 stop. Voilà, c'est des petits repères que vous pouvez avoir, c'est super facile à retenir du coup. Et si vous voulez en plus vous mettre en manuel, vous pouvez aussi très facilement utiliser ces paramètres-là. De la même manière, si vous prenez en photo un truc qui est très très sombre, ou plutôt qui est une scène qui est toute noire, et que vous voulez avoir un peu, comment dire, vous voulez que le rendu soit noir justement, lui il va avoir tendance à surexposer pour retrouver du gris, donc vous allez faire la compensation exposition dans l'autre sens, et vous allez dire je veux moins 1 stop, moins 2 stops. Et donc très vite vous allez avoir ces repères-là. Moi sur mes photos de paysage par exemple, je sais qu'en fonction de la quantité de ciel cramé que j'ai sur ma photo, je compense l'exposition de temps ou temps. Si je sais par exemple que si j'ai une tache qui représente à peu près un tiers du ciel qui est cramé, en général si je fais moins 1 stop à peu près, je retrouve un ciel qui est à peu près correct. Et donc du coup ça va beaucoup plus vite pour faire les réglages quand on a ces notions-là. Voilà, à suivre parce qu'il va y avoir d'autres petits tutos qui vont un petit peu se concentrer sur les conséquences de ces 4 paramètres là sur lesquels on peut jouer, parce que malheureusement il n'y a pas un paramètre qui est magique et où on peut le changer de la manière dont on veut et où il n'y aura aucune conséquence dessus. Chaque paramètre a ses avantages et ses inconvénients, donc je pense que ce serait intéressant de rentrer dans le détail, de voir ce qui se passe quand on joue sur le paramètre temps de pause, sur le paramètre ouverture, sur le paramètre ISO et sur le paramètre lumière. Et puis moi en attendant, j'espère avoir un petit peu éclairé vos lanternes, j'espère que c'était pas trop complexe et que je me suis pas trop mélangé les pinceaux, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!